un neuroscientifique, donc il connaît notre cerveau et il est capable de nous expliquer pourquoi. Rüger nous a dit l'homme est bon, il nous le prouve dans ses livres, il faut le lire. C'est pas ce qu'on pense, mais il le prouve, l'histoire le prouve. Par contre, on a vraiment l'impression que parfois l'humanité est un peu dingo. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi on nous explique qu'on va dans le mur, sur le plan climatique, l'extinction des espèces, etc. Et pourtant, on y va. Et il y a une explication, elle est neurologique, c'est dans notre cerveau. Et l'homme qui va nous l'expliquer a écrit 2 livres extraordinaires. Il y en a un qui s'appelle Le Bug Humain, et l'autre, ça s'appelle Le Sens, où j'ai le titre exact, il va me le redire tout à l'heure. Je demande d'applaudir Sébastien Boller. Sébastien, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes à l'aise? Tout va bien? Ouais, ça va très bien. Bon, vous pouvez parler à la foule, vous pouvez parler à moi, vous êtes filmé, tout va bien. Ok. Il y a des gros plans, enfin, on va être très attentif parce que j'ai expliqué qu'il fallait être attentif à ce que vous allez dire, parce que ce que vous allez dire, ils vont pas l'entendre souvent. Et encore une fois, on regarde plus les choses de la même manière. Donc en fait, il y a un film sur Netflix que beaucoup de gens ont vu, qui s'appelle Don't Look Up, et qui nous explique en fait. Je voudrais lever la main ceux qui ne l'ont pas vu. Ceux qui ne l'ont pas vu. Ah. Peut-être, non, mais peut-être qu'on va. Alors, du coup, je parle à la régie, ils savent pourquoi. Peut-être que vous êtes d'accord qu'on voit la bande-annonce avant de se parler ou pas du tout? Parce que ça explique en fait le délire. Ah ouais, ou pas. ah ouais, ouais. Ok. En fait, vous allez comprendre. Bah, je vous explique pas le film. Vous avez compris que c'est une métaphore. Il y a Leonardo DiCaprio, d'accord. Et en fait, ce sont des activistes qui viennent prévenir la présidente des États-Unis, jouée par Meryl Streep, complètement loufoque, qu'il y a une météorite qui arrive sur Terre. Et la météorite, vous avez compris, c'est une métaphore, c'est tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous explique à l'avenir. Et regardez bien, dans l'abondance, on voit un peu comment réagissent les politiques, comment réagissent les médias. C'est parfois ce qui se passe quand on parle de tout ça. Et ensuite, Sébastien va nous expliquer pourquoi tous ces gens importants bug parfois comme nous. Ça vous va? Allez, on regarde la bande-annonce. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi? Il faut qu'on sorte l'information. On l'a fait fuiter. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Oh, Kate. Ok. L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. On va diffuser la nouvelle d'une façon ou d'une autre. Elle est bien réelle et à l'approche. FBI! Vous êtes sérieux? Ça aurait été plus simple de m'appeler. Dans cette comète, il y en a pour 30 000 milliards de dollars de matériaux. Si on doit tous mourir, on en fera quoi de tous ces dollars? Oh non, imagine, on devient riche, c'est tellement horrible! C'est parti! Vous avez découvert une comète? J'ai un tatouage d'étoiles filantes sur l'épaule. Oh, ça, c'est formidable, hein. Ça pourrait vraiment tourner au désastre. C'est déjà un désastre. T'es la fille de la télé qui a dit qu'on allait tous crever? Non. Tu mourras pas vivant! La voilà! Une comète géante se dirige droit vers la Terre! Vous la voyez? Je peux pas. Ma tête est dans un sac. C'est moi qui ai dit au FBI de mettre un sac sur votre tête. Ils font jamais ça, c'est un truc de la CIA, mais j'ai demandé. Ouais, j'avais une intuition. Une bonne, vu que j'ai eu l'idée parce que c'est marrant et vachement cool. Voilà, Don't Look Up. Et je peux vous dire que les médias en prennent pour leur grade, les politiques aussi. Mais en fait, ce sont des humains, après tout. Et donc, et le public, finalement, on est tous comme ça. On nous dit tous qu'on va tous mourir, mais des fois, on préfère faire la fête parce que ça nous fait peur. Mais donc, comment fonctionne le cerveau? Pourquoi on est capable de construire un Airbus et de savoir qu'on va dans le mur et de ne rien faire? Sébastien, vous qui êtes scientifique. Eh ben, c'est tout le paradoxe humain.
C'est super ce film, ça montre exactement ce qui arrive. Le GIEC nous dit aujourd'hui, bah ouais, c'est 100% de chance d'avoir au moins plus de degrés en 2100 et on connaît les conséquences. Donc on est sur une trajectoire, on connaît la destination et on continue. On peut rappeler les conséquences pour ceux que ça n'intéresse pas d'habitude? Les conséquences, en gros, tout dépend si on est du côté du point de bascule de la fonte totale des glaces du Groenland, mais ça peut être entre plus 1 et plus 10 mètres d'élévation du niveau des mers en 2100. C'est entre plus 2 et plus 4 degrés d'augmentation des températures moyennes, c'est-à-dire des extrêmes qui montent de 10 degrés en été. Ça veut dire des villes comme Paris invivables en 2100. Ça veut dire 1 milliard de migrants climatiques. Ça veut dire des pénuries, eau, alimentation, baisse des rendements agricoles, conflits généralisés. Et là où notre cerveau bug, c'est que ça, c'est quand? Ah, on vous applaudit. C'est pas lui qui le dit, hein, parce que c'est pas le messager des mauvaises annonces, c'est le contraire. Non. Il a des solutions. Ouais. Mais donc il rappelle pour ceux qui n'ont pas lu le rapport du GIEC, parce qu'il passe souvent inaperçu, justement parce que les médias préfèrent parler de la baffe de Will Smith que de ça, un peu comme dans le film. Donc la question c'était au fond, comment vous expliquez ce bug-là? Ouais, en fait, notre cerveau, il n'est pas aussi génial qu'on dit, quoi. Il a une partie intelligente qui est capable, effectivement, à la fois de construire des téléphones, des Airbus, et y compris de détruire le climat, ce qui est un peu moins malin, et à la fois aussi de faire des projections, de savoir exactement ce qui va arriver grâce au supercalculateur, grâce au GIEC. Mais la partie intelligente, c'est pas forcément elle qui nous fait prendre des décisions au quotidien. Ce qui nous fait prendre nos décisions au quotidien, c'est une partie plus ancienne de notre cerveau, qui est au centre du cerveau, qu'on partage avec les rats, les chiens, les musaraignes, tout ce et qui nous donne des désirs, qui nous donne des motivations et qui nous pousse à agir, à rechercher un certain nombre de gratifications et qui va donc aiguiller nos comportements d'une façon très très précise. Et ça fait ça depuis 2 millions d'années, depuis que l'homme est sur Terre, d'une façon qui nous a aidé à survivre. C'est ça. Donnez-nous des exemples. On s'imagine dans la savane. Pourquoi cet instinct était important? Alors ça est super important parce que, par exemple, vous êtes un Homo erectus, donc l'ancêtre de Homo sapiens il y a 2 millions d'années dans la savane, vous devez survivre. Et pour survivre, il faut trouver à bouffer. Donc vous allez chasser, vous allez trouver une proie, vous allez manger, et vous allez manger le plus possible parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir trouver une autre proie avant des semaines, et puis parce que vous pouvez vous la faire piquer par une hyène ou par un autre prédateur. Et donc le réflexe, c'est de manger le plus possible. Et quand vous faites ça, votre cerveau et la partie la plus profonde dont je parle, qui s'appelle le striatum, vous récompense avec du plaisir sous la forme d'une molécule qui s'appelle la dopamine. Et donc à chaque fois que tu bouffes, tu as de la dopamine. Et plus tu manges, plus cette dopamine, parce que ça va t'aider à survivre. Et ça marche comme ça pendant des millions d'années. Et à l'époque, c'était important que ça fonctionne comme ça. Ah bah oui, si on n'avait pas eu cette stimulation avec ce plaisir et cette dopamine, on ne serait pas là. Hein. C'est ça qui nous a poussé toujours à rechercher le maximum de stimulation alimentaire. Par contre, après, ça a changé. Parce qu'après, ce qui s'est passé dans l'histoire de l'évolution humaine, c'est que dans l'histoire d'Homo sapiens, il y a une autre partie du cerveau qui s'est développée, donc le cortex cérébral, et c'est cette partie du cerveau qui nous donne l'intelligence, la capacité de parler, de coopérer, d'inventer l'écriture, d'inventer des machines, des mathématiques, de faire plein de choses. Et qu'est-ce qu'il va faire ce cortex cérébral à ce moment-là? Eh bien, par exemple, il va inventer la roue, il va inventer l'agriculture, il va inventer l'élevage pour maîtriser les ressources alimentaires, et puis il va inventer la charrue, et puis ensuite l'élevage intensif, l'agriculture industrielle, la moissonneuse-batteuse, le moteur thermique, toujours plus d'intelligence, et puis les OGM pour faire grimper les rendements. Et à l'arrivée, on a une machine agro-industrielle qui produit des milliards de tonnes de bouffe pour tout le monde. Et comme notre petit striatum, là, celui d'Homo erectus, lui, il n'a jamais été programmé pour s'auto-limiter, il prend tout ce que la machine agro-industrielle lui propose, et on mange, et on produit, et on ne sait pas s'arrêter. Le résultat, c'est 2 choses. Courbe d'obésité en hausse sur tous les continents. On meurt plus des conséquences de l'obésité et du surpoids dans le monde que de la faim dans le monde. L'OMS en 2019. Et puis l'autre conséquence, c'est que l'agriculture industrielle, aujourd'hui, c'est 24% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc ce qui était un réflexe qui nous a aidé à survivre, ce meilleur allié de l'homme qui était son striatum, est devenu son pire ennemi, parce qu'il ne sait pas s'arrêter, qu'il en veut toujours plus. Et donc ça, évidemment, cet instinct fait qu'on va dans le mur, parce que vous l'avez expliqué, les conséquences, c'est que finalement, toute cette manière, en gros, l'être humain continue, quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais assez, c'est ça, c'est toujours plus, toujours plus. Ouais. C'est pas bon pour notre santé, mais pourquoi c'est pas bon pour la planète? Vous venez de le dire. Il faut qu'on comprenne qu'au fond, chacun de nos instincts, en fait, nous fait aller dans le mur. On va les décortiquer. Donc là, on a parlé de la nourriture, on verra les autres besoins. Mais donc la nourriture, finalement, c'est qu'il faut la fabriquer. Donc on sait tout ce que ça représente, cette viande de bœuf. Je crois que le bœuf, c'est l'animal, c'est l'espèce qui a le plus été multipliée dans l'histoire de l'humanité, hein, je crois que ça, sur Terre. Oui, et c'est la plus coûteuse en énergie et en eau aussi. Hein. Donc la viande bovine, c'est vraiment l'ennemi des générations futures. Le problème, en fait, c'est que la capacité de l'homme de transformer son environnement grâce à la technique, à l'industrie, n'a pas de limite. Voilà. Et que donc on
utilise cette industrie de façon totalement illimitée pour nourrir notre petit striatum. Mais ça, c'est que l'exemple de la bouffe. Alors, il y a quoi d'autre? Les 5 grands comportements qui sont récompensés par la dopamine dans notre cerveau, par le striatum, c'est la bouffe, le sexe, le pouvoir, le moindre effort, donc pas trop se fatiguer, et chercher de l'information. Et tout ça, on va voir, ça a des conséquences catastrophiques. Alors on prend un exemple, le sexe dans la savane. Le sexe dans la savane, c'est essentiel pour survivre en tant qu'espèce. Il faut transmettre ses gènes. Il faut faire des copies de son ADN, et la théorie de la sélection naturelle dit que pour passer à travers les mailles de la sélection naturelle, il faut faire plus de copies de son ADN que les autres, que le voisin, que le rival. Donc à chaque fois que vous allez avoir le plus de rapports sexuels possible, votre striatum va vous récompenser aussi avec de la dopamine. Et donc ça va contribuer à votre succès reproductif en tant qu'Homo erectus. Mais qu'est-ce qui se passe à l'ère moderne ? Le développement de l'intelligence d'Homo sapiens, de son cortex cérébral génial, qu'est-ce qu'il va inventer ? Puisqu'on a compris que c'était jamais assez. Ben oui, c'est jamais assez. Puis surtout, il invente quoi ? Il invente les sites de rencontres sur Internet, et puis les sites pornographiques. Et donc le striatum qui, lui, il rongeait son frein, c'était un assoiffé de sexe dans la savane. Les partenaires, ça courait pas les rues. Les groupes humains, c'était quelques dizaines d'individus. D'un seul coup, il est devant un écran, il peut cliquer toute la journée. Vous voulez dire qu'il y avait moins le choix que sur Tinder, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà. Et là, il se retrouve avec une offre de sexe illimitée. Résultat, comme il n'a pas de capacité de se limiter, c'est vraiment un infou de sexe, il clique, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité consomme 136 milliards de vidéos pornographiques par an. Alors ça paraît un peu dématérialisé. Par rapport au trafic Internet, c'est quoi ? À peu près un tiers, parce que c'est en quantité de bits, en quantité d'informations, en gigaoctets. C'est beaucoup parce que c'est de la vidéo, c'est de la haute résolution et qu'il s'en produit beaucoup. Et donc ça contribue à plus d'un tiers, un tiers de l'information du secteur du numérique. Et il ne faut pas oublier que le numérique a dépassé en émissions de gaz à effet de serre le secteur aérien, par exemple. Ça c'est important, parce que quand on est sur notre téléphone, on ne s'en rend pas compte. Ben non, on se dit que c'est dématérialisé, pas du tout. Parce que d'une part, il faut extraire les matières premières pour fabriquer les téléphones. Il faut l'énergie pour les fabriquer, et puis il faut l'énergie, souvent à base d'énergie fossile, pour faire fonctionner les serveurs informatiques. Aujourd'hui, on les enfouit sous la banquise, par exemple, pour absorber la chaleur, ça fait fondre tout, c'est une catastrophe, ça consomme énormément d'énergie. Donc moi, j'ai beaucoup voyagé en avion, parfois pour montrer des populations, et c'était le choix entre donner la parole à quelqu'un ou le laisser, parce que c'est des populations, comment on appelle... c'était des minorités, donc je voulais leur donner. Mais effectivement, pour mon plaisir personnel, je ne vous cache pas que je prends plus beaucoup l'avion, peut-être une fois par an. Mais en fait, en arrêtant de voyager, je crois contribuer. Mais c'est surtout, finalement, vous dites, c'est équivalent. On a dépassé. C'est en utilisant nos téléphones, les écrans, etc. En quantité totale d'impact global de l'humanité, oui. Après, si vous prenez l'avion, ça fait quand même un sacré boost dans la cocotte minute. Il faudrait connaître l'équivalent. Si je ne prends pas l'avion, combien de temps je ne touche pas mon téléphone? On ne la connaît pas encore. Oui, ce serait un calcul à faire. Ouais. Alors, donc, on a parlé de la recherche de nourriture. Ça, c'était important avant. Maintenant, ça se complique. On a parlé du sexe. Donc, avant, c'était rare. Aujourd'hui, c'est plus commun. Et d'un seul coup, il y a une sorte... la dopamine, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des notifications, etc. Les sites de rencontres, ça peut un peu rendre fou. Donc c'est jamais assez, c'est notre cerveau, le striatum. Et puis le confort. Pourquoi c'est notre cerveau, en fait, c'est ce qu'il cherche en premier? Ça, c'est la première loi fondamentale de la vie. Tout être vivant, et ça a commencé avec les premières bactéries dans les océans il y a des milliards d'années, repose sur un principe qui s'appelle l'homéostasie. C'est-à-dire qu'il faut maximiser les entrées d'énergie et minimiser les dépenses d'énergie. Donc tous les organismes sont programmés pour ça. Et le cerveau humain qui s'est développé a développé exprès des neurones, donc des cellules nerveuses dans le striatum, qui vont vous donner de la dopamine et donc du plaisir quand vous arrivez à minimiser vos efforts pour un bénéfice maximal. Donc si on se rend un peu feignant, c'est normal. C'est totalement normal. En fait, ça nous a aidé à survivre. Si vous êtes un Homo erectus dans la savane, en conditions hostiles, restrictions alimentaires, vous avez intérêt à savoir minimiser vos efforts. Et tout ça, ça s'est mis en place dans notre cerveau sur des échelles de temps qui sont telles qu'aujourd'hui, c'est ancré dans le marbre. On peut rappeler lesquelles? On peut rappeler lesquelles échelles? C'est 2 millions d'années de sélection naturelle basée sur ce principe dans l'espèce humaine. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas le changer. C'est vraiment ancré au plus profond de nous. Donc ça va nous cueillir à chaque détour du quotidien. Vous êtes devant votre télé, si vous avez le choix pour changer de canal, soit de faire quelques pas pour appuyer sur le bouton, soit de prendre la télécommande, vos neurones à dopamine vous disent prends la télécommande et pioche dans le sachet de chips pour te faire plaisir. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de dire que le monde numérique, c'est ça qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, on peut avoir tout ce qu'on veut sans faire d'effort d'un seul clic. Et puis on peut se le faire livrer, et puis on peut avoir des assistants vocaux, on peut avoir des trottinettes électriques plutôt que de marcher. Tout est fabriqué pour nous proposer ces possibilités parce que c'est rentable aussi. Toutes ces industries parlent à notre dopamine et la dopamine est toujours prête à sortir du bois.
D'accord. Et puis, autre chose, vous avez parlé du désir de statut social, du pouvoir. Alors ça, c'est un peu ce qui fait marcher le monde quand même. Pourquoi c'est important à l'époque? Alors, il faut savoir qu'en fait, pour survivre dans les temps anciens, il faut manger, il faut se reproduire, mais il y a une recette miracle, c'est d'être le chef. Parce que dans votre tribu, si vous êtes le chef, et ça toutes les études le montrent, vous avez plus facilement accès à la nourriture et aux partenaires sexuels. Donc vous augmentez vos chances de survie à court terme et à long terme. Donc, si Il y a vous que êtes des chefs, là, vous un savez. dirigeant, Là, il n'y a que des dirigeants. faut voir qui est le chef des chefs là. Voilà. Bah non, on te regarde plus Voilà. comme avant, Émeric. Grosse dopamine. Non. Et donc- Et le chef des chefs, il a levé la main tout seul, hein, on l'a pas désigné. Donc du coup, grosse dopamine. Et donc, depuis l'aube des temps, en fait, dès que vous arrivez à grimper les échelons du pouvoir de la hiérarchie dans un groupe humain, votre striatum est là et vous donne de la dopamine. Et il vous dit continue à essayer d'être toujours plus puissant. Et ça, c'est évidemment un avantage en termes de survie qui ne porte pas à conséquence sur l'environnement Et dans les pardon de temps vous couper, anciens. je l'ai vécu dans le Ouais. désert, par exemple. Il y avait des gens qui avaient des troupeaux, et il y en avait un, je sais plus s'il était un peu chef, un peu chaman, un peu je sais pas quoi, et j'étais étonné parce que la plupart avaient des troupeaux de 15, et lui, il avait des troupeaux de 150. Et donc, je voyais ça, il était assez obèse, tous les autres étaient comme ça. Ah bah oui. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. Et en fait, c'est depuis l'aube de l'humanité. Bah, c'est un avantage pour transmettre ses gènes, donc c'est sélectionné. Donc c'est ce qui se retrouve à l'arrivée dans les cerveaux de tous les humains. On veut tous être un peu le chef de quelqu'un. Bon. Sauf si on a fait une démarche spirituelle particulière. En gros, on a ce déterminisme-là. Et donc, comment on fait? On est 8 milliards, tout le monde ne peut pas être le chef. Bon. Et c'est là que le cortex cérébral, je reviens, le soi-disant intelligent qui a inventé des technologies fantastiques, il invente quoi? Bah, par exemple, il invente Internet, il invente donc les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux statutaires, le nom l'indique. Prenez Facebook, Instagram, c'est pour avoir du statut social. On a de l'intérêt, on a de l'attention. On a un statut, on peut se mesurer aux autres en termes Au nombre de vues. au nombre de vues, au nombre de likes. C'est du statut social virtuel. Et ça, donc, ça résout la quadrature du cercle, comment faire en sorte pour que chacun sur Terre puisse se sentir un peu le chef. Le problème, et d'ailleurs on fait des expériences d'imagerie cérébrale, vous mettez des gens dans une IRM, un scanner, et vous regardez comment son cerveau réagit quand il gagne des likes. Bim, dopamine. Par contre, s'il perd des likes, chute de dopamine insupportable. C'est la base de l'addiction, c'est pareil que chez un toxicomane en manque. Donc il faut retourner sur le réseau social, reposter, revoir des vues, on devient addict à sa propre popularité. Le problème, c'est que ça a de nouveau un impact environnemental énorme, de nouveau les serveurs Internet, mais avant Internet, pour le statut social, il y avait la bagnole. Je veux dire, on voit à partir des années 20 aux États-Unis des campagnes de publicité, de marketing qui jouent là-dessus, qui dit essaye d'être plus important que ton voisin en ayant la dernière bagnole machin. Et c'est toujours que comme ça, comme fonctionnent les pubs pour les voitures aujourd'hui. Hein. C'est une option en plus. La voiture personnalisée, ton frère va être jaloux, ton collègue va vouloir te la prendre, mais tu vas dire non, c'est moi les clés, et voilà. Donc, et la bagnole, on est plus haut que les autres. Et la bagnole plus haute que les autres, c'est la caricature du truc. Parce que ça aussi, je l'ai appris, Ouais. comment ça s'appelle, pardon, les 4 roues là, Les SUV. Ouais. Les 4x4 Oui, les 4x4. Ouais. On pourrait penser que c'est pour la campagne. Là où il y a le plus de 4x4 en France, et ben en fait, c'est dans le 8e arrondissement de Paris. Là où il y a, d'accord, c'est des gens riches, d'accord. Donc c'est pour être un peu Voilà. au-dessus des autres. Et ce qui est amusant à voir, c'est que c'est pas un besoin, mais que c'est juste une logique du toujours plus du striatum. Parce que quand on peut mesurer l'activité des neurones du striatum avec des électrodes qu'on peut planter et mesurer combien de dopamine est libérée à chaque fois qu'on a une voiture un peu mieux. Et ben, au début, il y a de la dopamine. Tu es content, tu as une nouvelle bagnole. Ouah, pendant une semaine au moins, ça fait de la dopamine. Et puis, au bout de 2 semaines ou un mois, tu commences à te dire, ouais, bon. Puis tu regardes l'autre dans la vitrine. Parce qu'en fait, les cellules nerveuses du striatum s'habituent. Ça s'appelle l'habituation hédonique, l'habituation du plaisir. Et ce qui fait que le seul moyen pour relancer la dopamine, c'est d'augmenter les doses. Donc on va vouloir un nouveau modèle de bagnole, le nouveau smartphone. On va vouloir un nouveau partenaire sexuel. On va vouloir une augmentation, plus de pouvoir, toujours plus. C'est la caractéristique du cerveau humain, ce qui fait qu'on est une espèce invasive, qu'on a conquis la planète parce qu'on ne se satisfaisait jamais d'une limite. Une espèce invasive. Et alors ce qui est fou, ce qu'il faut entendre dans cette histoire, et c'est parce que pensez à ça quand vous allez entendre les personnes qui vont arriver sur scène dans pas longtemps, c'est qu'en fait, le monde dans lequel on vit, au fond, il y a l'idée du communisme, et qui est une idée tellement belle où tout le monde est à égalité, mais on se rend compte que ça s'est souvent terminé par des dictatures. Et finalement, l'idée qui a été le plus répandue sur Terre, c'est le capitalisme. Même en Chine, où ils disent encore communiste, c'est une dictature capitaliste. Et donc, en fait, c'est le monde marchand, vous êtes en train de dire, qui entretient ça. Vous nous dites, bon, à l'époque dans la savane, aujourd'hui on en a même besoin, mais surtout on est encouragé à fonctionner comme ça par ceux qui nous vendent quelque chose, finalement. Oui. L'avantage du système capitaliste, c'est qu'il parle à notre cerveau primitif.
Et donc, c'est du solide. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est inévitable, mais ça veut dire que si on veut le remplacer par quelque chose, il faut imaginer des utopies vraiment très innovantes. Parce qu'en face, on a un hardware du cerveau humain qui a fait ses preuves pendant 2 millions d'années. Donc il ne faut pas le sous-estimer. Il faut commencer par connaître ces rouages profonds. Ce qu'on est en train de faire là. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir Sébastien juste pour cette démonstration? Parce qu'il faut rendre ça accessible. Et il est neuroscientifique et évidemment maintenant quand on va se voir en train de faire quelque chose, on va y penser hein, quand on va monter dans sa bagnole, quand on va prendre son téléphone, etc. Maintenant évidemment tout le monde attend une chose de vous. C'est quoi les solutions, Sébastien? On ne peut pas lutter contre notre cerveau parce qu'une de vos formules c'est notre cerveau était notre principal allié, aujourd'hui c'est notre principal ennemi. Ah ouais, c'est ce système qui a assuré notre survie pendant des millions d'années et d'un seul coup, comme il est fait pour vouloir toujours plus et qu'on est dans un monde qui est limité, pour la première fois on fait face à la limite. On est sur une planète qui n'est pas infinie, les ressources ne sont pas infinies. Et on a un cerveau qui, lui, a des désirs illimités. C'est pas possible. Collision. Quelles sont les solutions? À ce stade-là, les gens me disent souvent, si on enlevait le striatum, bah ouais, plus une petite trépanation, c'est prévu, il y a un atelier pour ceux que ça intéresse. Alors pour ceux que ça intéresse, ça arrive, non pas parce que ça a été retiré volontairement, mais il y a des lésions cérébrales chez des personnes, des cas cliniques qui perdent leur striatum. Et on comprend tout de suite qu'il vaut mieux pas essayer parce que c'est conséquences. C'est des jeunes qui sont comme vous et moi, sauf qu'ils n'ont plus de désir. C'est-à-dire qu'ils peuvent discuter, faire des calculs mathématiques, vivre apparemment normalement, mais vous mettez un plateau repas devant eux, le soir, ils n'iront toujours pas toucher. Ils n'ont pas l'envie de manger. Par contre, si on leur met la nourriture dans la bouche, ils vont dire oui, c'est bon, mais ils vont être incapables de lancer un mouvement pour aller vers le plaisir. Et donc, c'est la mort. Et donc on ne peut pas vivre sans ce striatum. C'est un élan de survie finalement ce striatum. C'est la survie, c'est le moteur de la survie. Malheureusement cette survie aujourd'hui est en train de creuser notre tombe, c'est un paradoxe. Alors les scientifiques ont étudié quoi à ce stade? Ce que ça veut dire c'est qu'il faut tenir compte de notre besoin de dopamine. Et donc la question c'est comment obtenir cette dopamine sans que ça détruise tout autour de nous. Alors, on va reposer la question, parce qu'au fond, c'est intéressant qu'on se la pose. Et là, ces gens-là représentent plein de gens. Vous représentez vos familles, vous représentez des gens qui travaillent dans vos entreprises. Donc, c'est quand même important. Comment on fait pour savoir ce shoot de dopamine dont on a besoin de manière biologique, autrement, sans détruire autour de nous? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on connaît? Il y a une solution qui est fondamentale. Et je pense que c'est une des révolutions de notre époque, du millénaire. C'est d'activer une capacité de notre cerveau qui est la conscience. C'est différent de l'intelligence. Notre cortex cérébral, on l'a utilisé pour faire des machines, pour faire des astuces, des équations, pour tirer tout ce qu'on peut de la planète. Ça, c'est l'intelligence instrumentale. Mais ce cortex cérébral est capable de faire autre chose qui est de la conscience, c'est-à-dire la capacité de savourer ce qu'on a et d'être présent à ce qu'on fait au moment où on le fait. Ça veut dire quoi, par exemple, quand on mange? Ça veut dire, par exemple, couper les écrans, prendre le temps de détailler les saveurs, vraiment. La capacité d'avoir du plaisir, c'est pas l'orgie, c'est pas toujours plus, même l'hédonisme d'Épicure, si on relie Épicure, c'est être capable de savourer. Et donc, ça veut dire développer les capacités de conscience de notre cortex. Et il y a des disciplines pour ça, des pratiques comme la méditation de pleine conscience, qui sont un phénomène civilisationnel. C'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus de place. Au début, on pensait, moi sincèrement, j'en fais depuis 12 ans, mais avant, je confondais méditation et lévitation. C'est pour dire qu'en fait, on pensait que c'était les gens perchés, vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, tout à fait, ça n'a rien de perché. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une quantité de publications scientifiques en neurosciences qui montrent que ça a un impact profond sur notre cerveau. Ça n'a rien de transcendantal en soi, c'est une façon de prêter attention aux choses d'une façon différente, de prêter davantage attention à tout ce qui nous entoure. Concrètement, pour développer sa capacité de pleine conscience quand on mange, il s'agit simplement de prendre le temps déjà, et d'essayer de détailler ce qui se passe au niveau gustatif, au niveau perceptif. Quand on mange, il y a des ateliers qui sont faits pour ça, qui ont été introduits notamment par Christophe André à l'hôpital Sainte-Anne il y a de longues années, qui consistent à prendre un grain de raisin, un seul grain de raisin, et à essayer de prendre conscience de son aspect, de sa texture, de la saveur du jus qui sort quand on le fait tourner autour de la langue, et surtout d'éviter de l'engloutir un peu comme un Homo erectus primitif, mais de faire intervenir sa capacité de pleine conscience. Et sur un quart d'heure, avec un grain de raisin, on peut développer ses capacités de pleine conscience, et ça marche parce que les personnes qui sont en surpoids, qui ont des problèmes d'alimentation compulsive, quand ils passent par ces ateliers, ils vous disent c'est fantastique, j'ai redécouvert le plaisir et j'ai besoin de moins. C'est ça, plus de plaisir, moins de consommation. Les problèmes de la planète seraient résolus. La question, c'est comment emmener 8 milliards de personnes vers la pleine conscience. Donc ça, c'est une première piste. Et là, je suis content de vous avoir en face de moi, parce que des fois, je cite les neuroscientifiques, et là, vous êtes là, donc vous allez pouvoir témoigner, mais souvent, les gens disent « Ah, mais j'y arrive pas à méditer, j'arrive pas à arrêter de penser ».
Donc, on va dire que c'est un peu normal, le cerveau est là pour penser. Oui. On a combien de pensées à la minute, on le sait aujourd'hui? Combien de pensées à la minute? Le rythme de la pensée, globalement, c'est une pensée toutes les 2 ou 3 secondes. Voilà. Et on ne peut pas l'empêcher, c'est un flux continu. Et le but de la méditation, c'est jamais de faire le vide, c'est justement de s'apercevoir de ce mouvement intérieur. C'est juste observer. Donc il y a des applications pour ça, et je peux en citer une magnifique qui s'appelle Présence, de Ilios Kotsou, qui est un chercheur en psychologie des émotions. Donc, et il y a plein d'autres applications. Et puis il y a des cours MBSR, intéressez-vous à ça. En France, c'est l'ADM, l'Association de développement de la mindfulness. Et il y a des stages, etc. Parce que c'est un truc qui va changer le cours de votre existence. Ça, c'est pour la méditation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour provoquer de la dopamine sans détruire la planète? On a découvert, il y a 4 ans, à l'université de Zurich, que quand on met des gens dans une IRM, c'est-à-dire un scanner pour observer l'activité de leur cerveau, si on leur donne une somme d'argent et qu'on leur dit maintenant cet argent, vous avez le choix, soit vous le prenez pour vous, vous rentrez chez vous avec l'argent dans votre poche, soit vous en donnez une partie, ce que vous voulez, à quelqu'un d'autre qui est dans une autre pièce à côté et que vous ne reverrez jamais. Mais on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes qui, spontanément, préfèrent partager. Et que ces personnes qui préfèrent partager, à ce moment-là, au moment où elles partagent... C'est-à-dire qu'elles vont acheter quelque chose pour quelqu'un, par exemple. Elles vont dire, non, mais vous mettez là sur les 100 €, vous en avez 70 pour la personne qui est à côté. C'est tout. Voilà. Et au moment où elles font ça, la dopamine commence à s'écouler dans leur striatum. Donc plaisir. Donc il y a des philosophes qui étaient un peu paniqués, qui disent oh là là, si ça donne du plaisir, c'est égoïste. Non, pas du tout, c'est de l'altruisme et ça fait du bien, il n'y a pas de honte à avoir. Il y a des gens qui sont coupables d'être altruistes, ils disent ouais, mais c'est pour qu'on m'aime, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Souvent même on se sent coupable d'être cool, quoi. Non, heureusement que ça fait du bien d'être altruiste, parce que je est un autre, donc je me fais du bien, donc je fais de l'altruisme aussi. Donc en tout cas, les études scientifiques, là vous parlez de notre cerveau, et surtout, quand on fait quelque chose pour les autres, on voit quelque chose dans le cerveau. On voit le striatum qui donne de la dopamine, mais pas à tout le monde, c'est ça le problème. Écoutez bien. Alors, les filles. Dans ces expériences, c'est plus de 70% de femmes qui sont altruistes, qui ont de la dopamine et donc du plaisir en partageant. À l'inverse, c'est 60. Écoutez bien les hommes, du coup. C'est 70% d'hommes qui préfèrent prendre l'argent pour eux et repartir avec. Et qui, à ce moment-là, ont un bon gros shoot de dopamine. Alors, c'est important ce qu'on dit là, parce que, évidemment, le féminisme, à un moment donné, c'était une affaire de pionnière qui voulait dire ça suffit, l'égalité, etc. Elle continue de se battre. Mais en fait, c'est l'intérêt de la planète, l'intérêt du monde et l'intérêt des hommes que, d'un moment donné, on fasse plus appel à cette espèce de notions qui sont donc visiblement féminines. Pour des raisons. Vous avez une explication d'ailleurs? Oui, il faut bien dire que les femmes n'ont pas le monopole de l'altruisme et que, en fait, c'est une question de conditionnement. On s'est aperçu dans cette étude que, en fait, dès leur plus jeune âge, les petites filles et les petits garçons sont éduqués différemment. C'est-à-dire qu'une petite fille, on va la valoriser, la féliciter quand elle partage, quand elle se montre empathique, quand elle est gentille, voilà. Alors que le petit garçon, on va le féliciter si on lui dit tu t'es pas laissé marcher sur les pieds, tu verras, la vie elle fait pas de cadeaux, sois compétitif mon fils. Et ça soit dans 99% des sociétés du monde, si ce n'est plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'un gamin, dès sa plus tendre enfance, on va lui donner du statut social s'il est compétitif. Et une petite fille, on va lui donner du statut social si elle est altruiste. Or, le striatum, règle numéro 1 pratiquement, je veux du statut social. Ça veut dire que c'est la façon dont on valorise les individus qui va décider de l'avenir de la planète. Si on les valorise quand ils sont altruistes, statut social, striatum, dopamine, tout va bien. Par contre, si on continue dans la norme dominante aujourd'hui, qui est quand même de donner de la valeur aux gens dans leur vie en fonction de leur succès personnel, de leur niveau de pouvoir, de combien ils gagnent, c'est fini. Donc, c'est une question de norme sociale. On peut faire émerger l'altruisme sur des générations à venir et modifier le cerveau des humains, parce que c'est vraiment ça, le cerveau se recable. Parce que le cerveau se modifie. Oui, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est mort, c'est notre cerveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez que depuis quelques années maintenant que le cerveau se modifie en fonction de ce qu'on fait, en fait. Il est plastique, il a des réflexes de base, mais on a prise dessus. C'est-à-dire que, par exemple, oui, le discours dominant, celui qui va dire aux gens combien ils peuvent être valorisés en fonction de quel comportement, va recabler finement les connexions du striatum et permettre à la dopamine d'être libérée quand on a des comportements vertueux, voire de renoncement aussi. Donc tout est possible pour le cerveau humain. Mais c'est pas simple de créer cette norme-là. Comment on va faire en sorte que tout le monde ait envie d'être un Pierre Rabhi ou enfin je sais pas, quelqu'un qui a un comportement vertueux, d'autosacrifice, qui arrête de manger de la viande, qui arrête de prendre l'avion, qui prend le vélo, qui arrête de s'acheter un smartphone tous les ans. Quand on valorisera ces gens-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que dit Rutger, ce sont des pionniers. Et donc, dans toute l'histoire de l'humanité, les pionniers, on s'est moqué de les utopistes, on leur disait t'es un rêveur. On est dans un pays, par exemple, quand on cherche des solutions, moi je connais des changemakers, des gens qui changent le monde, on leur dit pour qui tu te prends?
Donc en fait, le jour où on va valoriser ces gens-là, et moi je rêve de ça depuis des années à la télévision, peut-être que je le ferai sur Internet, c'est pour ça que j'ai besoin de prendre du recul, mais c'est justement de valoriser ces gens-là. Aujourd'hui, on est dans un monde, ce que vous racontez, où il y a un magazine qui s'appelle Forbes, où on valorise le sapiens qui est le plus accumulé, c'est les plus riches. Où la femme qui est le plus suivie dans le monde, qui est la plus valorisée, elle s'appelle Kim Kardashian, il y a 173 millions d'êtres humains qui la suivent. Et elle, c'est quoi son discours? C'est un discours de compétition, j'imagine. Je suis la plus forte, j'ai jamais été voir, donc vous le savez. Mais ce que je veux dire, c'est pas la plus altruiste a priori. Bon, mais peut-être qu'elle vous rencontrera et qu'elle va changer de. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde vous rencontre. Il faut amener les grands prescripteurs comme ceux que vous venez de citer à changer leur logiciel mental. Ils ont une responsabilité gigantesque. Moi, je vous invite à une soirée. Je peux pas vous dire où. Ce sera le 10 juin. Je vais avoir la chance de rencontrer des gamins qui sont suivis par 10 à 15 millions de personnes. Et ce sont des influenceurs, comme on dit. Et donc, entre eux, là, ceux qui vont y avoir à cette soirée, ils sont écoutés par 30 millions de gens. Et il faut que vous adressiez à ces gens-là. Voilà, c'est ça que je sens. Parti. Voilà. Sébastien Boller. Partez pas. Non, je vous fais applaudir régulièrement, c'est pour la dopamine, pour vous encourager, Sébastien Boller. Ça. Moi, quand je dis votre nom, c'est pas une blague. Hein. Quand je remplis toutes ces conditions. Chaque fois que j'offre un de vos bouquins ou que j'envoie une capture d'écran d'un de vos bouquins, ça me fait du bien. C'est la dopamine. Et donc, dernière chose, la question du sens, c'est votre dernier livre. Ça aussi, ça correspond à notre cerveau. En fait, on le sait, tous les chefs d'entreprise le savent. Aujourd'hui, pour retenir les gens, il faut que leur activité ait du sens. Donc, pourquoi c'est si important pour notre cerveau, le sens? C'est super important parce qu'il ne faut pas croire que notre cerveau, c'est juste notre striatum. On a une autre partie du cerveau qui est située juste à l'interface, à la jonction entre les deux hémisphères cérébraux, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui nous fait chercher du sens continuellement dans nos existences. Et donc, il nous fait chercher plusieurs choses dans le sens. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait la crise de la quarantaine? C'est parce qu'à l'école, on nous a jamais demandé de trouver un métier qui avait du sens, et à la quarantaine, on se dit, mais il me reste plus que la moitié, ou presque, et d'un seul coup, il y a cette espèce de truc-là qui fait que d'un coup, on veut des choses qui ont du sens. Il y a aussi parfois du striatum à la crise de la quarantaine. Mais il y a aussi... Vous savez ce que dit Florence Foresti, la crise de la quarantaine? Elle dit, oh, bah, c'est comme l'adolescence avec une carte bleue. Voilà. Non, je pense que... Mais c'est vrai aussi qu'il y a certaines crises de la quarantaine qui sont des remises en question de personnes qui se disent, mais finalement, je me sens mal. J'ai cru que j'allais atteindre le bonheur en suivant un certain nombre de recettes qui avaient été parachutées par la société dans laquelle je vis, et qui sont en dépression totale, voire en burn-out, parce qu'ils sont pas alignés. La notion d'alignement est fondamentale avec le sens, c'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre en phase les convictions et les actes. Et quand ce n'est pas le cas, cette partie du cerveau, le cortex singulaire antérieur, qui est situé là, juste au milieu, tire la sonnette d'alarme. Il note une contradiction intérieure et il te dit, c'est pas possible, tu vas dans le mur si tu continues comme ça. Et comment il te le dit? Avec d'autres molécules, d'autres hormones qui s'appellent la noradrénaline et le cortisol, qui sont des hormones du stress. Et donc on commence comme ça à se ronger de l'intérieur, et ça peut aller jusqu'au burn-out et jusqu'au suicide. Donc ce signal d'alarme, ce détecteur de sens dans notre cerveau, lui aussi, il a une très très longue histoire évolutive. J'adore voir vous exciter sur votre siège. Il a une très longue histoire. Qu'est-ce qui est si excitant, Sébastien? C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il y ait une partie de notre cerveau qui joue ce rôle-là, et qu'on puisse l'observer, ça veut dire que ça a eu un rôle vital aussi, parce que ça s'est forgé au fil des millénaires, que ça remplit un rôle dans la survie de notre espèce. Quel rôle a pu jouer le sens, la recherche de sens dans la survie des espèces? On s'aperçoit en fait que c'est autour de représentations du monde qui faisaient sens, notamment des récits des origines, le fait de partager des codes sociaux, religieux communs, que les humains ont pu faire groupe, et que le groupe et la coopération, c'était la condition de la survie pour les humains par rapport à d'autres animaux qui étaient des forces de la nature. Donc le sens est vital, c'est pas juste quelque chose, un luxe philosophique, on s'en aperçoit aujourd'hui. Ça donne de la force. Ça donne de la force, ça donne de la cohésion, ça permet de... Ça donne de la joie. Ça donne de la joie, et puis ça permet d'être heureux autrement qu'en étant dans la surconsommation permanente. Ou la compétition. Ou la compétition. Et aujourd'hui, ça peut être la clé de notre survie pour trouver des raisons de vivre, et quitte à renoncer à ce qu'on considère aujourd'hui comme indispensable. Quand on dit la décroissance, c'est le retour à la lampe à pétrole, c'est qu'on ignore qu'en fait, le premier besoin, c'est le besoin de sens, tout simplement. Alors évidemment, on pourrait faire 2 jours entiers juste tous les deux, mais il y a plein de gens qui attendent. Donc moi, je vous invite à lire les livres de Sébastien. Vous allez pouvoir les acheter quelque part. On vous a dit tout à l'heure où, mais j'ai déjà oublié. Vous savez? Vous savez où c'est? Super. Et donc, juste avant de vous applaudir et de vous dire merci, vous m'avez dit que vous accepteriez de jouer le jeu. Évidemment, j'étais un peu précipité tout à l'heure. J'ai oublié de le faire avec... mais ils vont venir tout à l'heure, Émeric et Julien. Rutger Bregman nous dit « Martin Luther King nous a pas dit « j'ai fait un cauchemar ». À l'époque, évidemment, les gens n'étaient pas de la même couleur dans les cafés, etc. Bon.
Et donc, il rêvait d'un monde qui n'existait pas. Il a dit, j'ai fait un rêve, c'est que les Blancs et les Noirs soient à égalité, puissent rentrer dans les cafés. Et donc, si on s'amusait, on n'est pas dans une époque qui rêve. On voit bien la période politique, les gens nous... Vous voyez ce que je veux dire, on parle des trucs immédiats. Et donc, c'est quelque chose de très... comment on appelle ? C'est très impudique, c'est intime. Et un rêve, je le rappelle pour tout le monde, ça n'a pas de rapport avec la réalité. Donc moi, je vais vous demander si vous acceptez pendant 1 minute de nous faire partager un petit bout de votre rêve. Et donc, encore une fois, tous les intervenants vont le faire s'ils l'acceptent. Et c'est important de comprendre que c'est important parce que ça active dans notre cerveau... Je ne parle pas à votre place. Du coup, qu'est-ce que ça active dans notre cerveau, le fait de se projeter, de rêver, de sortir de ce qu'on voit, en fait? Pourquoi c'est important de rêver? C'est important de rêver parce que ça donne le sentiment d'aller vers un meilleur futur et de reprendre le contrôle de son destin. Aujourd'hui, on est dans l'impuissance. Tout ce qui me revient, moi, de mes conférences, c'est des gens qui me disent « je voudrais changer ». Mais soit j'y arrive pas, soit je le fais et j'ai l'impression que ça ne change rien au niveau planétaire. J'ai l'impression d'être dans l'impuissance. C'est ça qui donne l'éco-anxiété aussi. Et le rêve, c'est se dire il y a un autre possible. Et aujourd'hui, les études sur le cerveau nous indiquent un peu où est cet autre possible. C'est-à-dire que on veut croître, l'humain veut s'étendre, il veut s'épanouir, il veut croître. Mais il est dans une cage dont les limites physiques sont bornées. Comment on peut croître dans un monde physique qui est limité ? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a un nouveau champ de croissance qui est la croissance mentale et spirituelle. Et que c'est quelque chose, une révolution qui nous attend. Sébastien Boller. Attendez les garçons, Nicolas. Donc profitez, savourez. Oh, standing ovation, même pas demandé. Moi aussi, je me lève. C'est mon héros. C'est la première fois que je le rencontre. Merci. Sébastien, partez pas. Ben, restez debout. Restez debout. Moi, au début, je voulais mettre en scène. Le public vous entend. Savourez. On n'arrive pas à les arrêter. C'est généreux de leur part. Dopamine. Dopamine. Faut l'encourager à continuer. Et moi, je propose à Sébastien de le faire. C'est le premier qui le fait. Je vais demander en coulisses s'il était d'accord. Donc, vous pouvez rester debout, vous allez comprendre. Pendant 1 minute, vous pourriez vous prendre pour Martin Luther King ou pour un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les enfants rêvent et ils ne se posent pas de questions, ils n'ont pas peur qu'on se moque d'eux. Et donc, soit vous parlez à tout le monde, soit vous parlez à l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire la caméra qui est là. 1 minute, on partage votre rêve. Vous rêvez d'un monde comment, Sébastien? Je rêve d'un monde où on arrête d'avoir peur et où on se fasse confiance les uns aux autres pour retrouver la confiance, pour aller ensemble vers autre chose que la destruction. Aujourd'hui, si on imagine des extraterrestres qui viendraient sur Terre dans 500 000 ans ou dans 1 million d'années, ils se diraient mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète? Il y a une espèce qui a tout conquis, tout dévoré, tout détruit. C'est quoi cette espèce-là? Moi, je ne veux pas être cette espèce-là. Je voudrais que les extraterrestres qui viennent dans 500 000 ans se disent « Waouh, ils ont réussi, ceux-là. » Ils ont passé le cap de la peur, ils ont passé le cap des substituts de bonheur que sont la croissance par la dopamine matérialiste, par la consommation, par la puissance, par la destruction, pour se dire on n'a pas besoin de tout ça, on a juste besoin d'entraide, on a juste besoin de coopération, et on a juste besoin de se connaître soi-même. Moi, c'est ça que je rêve pour le futur, c'est d'une humanité qui se soit appropriée ses connaissances sur soi-même. C'est le grand chantier de l'avenir. Savoir comment on fonctionne, savoir comment fonctionne notre cerveau, quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités, pour se dire maintenant, je vais chercher à lui donner quelque chose dont il a besoin et qui ne va pas le détruire. Et quelque chose dont il a besoin, c'est de se dire quel est le sens de mon existence sur Terre. Merci. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci d'exister Sébastien. Merci beaucoup. Alors pendant que Nicolas et ses amis avec Romain sont en train de tout installer, il y a de l'écho parce que je suis devant, pardon, il y a du Larsen, c'est ça? Julien, tu me confirmes? J'entends siffler. Si je suis trop près, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi une info. Évidemment. Donc du coup, moi je suis un peu troublé par ce que je viens d'entendre, parce que je suis ravi qu'il ait joué le jeu. Je rêve d'un monde où on ose rêver, donc j'ai la gorge nouée, et donc tu vas peut-être reprendre, mais je vais continuer.
Ceux qui sont... Parce que tu vas enchaîner, je sais que tu vas enchaîner. Pour la transition, en fait, c'est que ceux qui vont parler maintenant font partie du monde qu'on a un peu décrié. Parce qu'au fond, on a parlé de ce système évidemment, vous êtes des chefs d'entreprise, donc peut-être moins vous, mais il y a beaucoup de gens dans cette société qui soient gilets jaunes, qui soient à l'extrême gauche, qui rêvent de faire partir en vrille ce système qui nous mène un peu à notre perte, qui entretient en fait ce striatum. Bon. Mais évidemment, avant que tout ça soit remplacé, il faudrait peut-être que ce système, lui, fonctionne autrement. Est-ce que c'est possible ? Eh bien, ceux qui viennent vont nous expliquer si c'est possible. C'est un peu ça l'idée, non ? Bah oui, effectivement, parce qu'ils sont deux. Ils sont pas deux. Enfin, c'est pas trop pour nous expliquer comment conjuguer deux mots a priori inconciliables, capitalisme et bienveillance. Et alors, il y en a un qu'on avait rencontré, Fred, je sais pas si tu te souviens. C'était il y a 3 ans, je crois. Alors, j'étais sur scène avec lui, à côté de Marion Cotillard, et tu nous avais interviewé. C'était à la fac de médecine de Strasbourg. Et le thème, c'était comment aller vers une société bienveillante. Alors, on s'était dit au départ, oulala, ça va être compliqué, hein. 1h30 sur le sujet, et en fait, on a quasiment tous terminé en larmes. Vraiment, c'était super fort. Et donc, cette personne, c'est Gonzague de Blinière, que je vous demande d'applaudir très fort. Gonzague de Blinière. Et il est accompagné de Clara Guimard. Et Clara Guimard. Bonjour Clara. Alors, merci d'être là. Il n'y a pas que le striatum et la dopamine, il y a aussi le CJD, j'ai l'impression. Il sait parler aux foules. Peut-être votre sensation sur ce que vous venez d'entendre, juste avant de commencer. Juste votre sensation. Ça fait chier de passer après lui, hein, franchement. Ça, c'est la compétition, c'est les hommes. Et vous, Clara ? Et vous, Clara, qu'est-ce que vous ressentez après avoir entendu ça ? Il nous éclaire sur la façon dont le cerveau fonctionne. Mais moi, il y a un mot qui m'a manqué, même si j'ai été éblouie par ce qu'il a raconté, c'est le cœur. Parce qu'on a certes un cerveau, mais on a un cœur. Et peut-être que le cerveau commande le cœur, mais je crois aussi que le cœur peut commander le cerveau. Il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans ce qu'a dit Sébastien aussi, c'est ce qu'il a dit à la fin, c'est qu'on arrête d'avoir peur. Parce qu'au fond, si on y réfléchit, on a 2 sentiments qui nous animent. Il y a l'amour, l'amour de l'autre, l'amour de la planète, l'amour de ce qu'on entreprend, et puis il y a la peur. Et si on y réfléchit bien, tous les sentiments qu'on a, que ce soit la jalousie, l'inquiétude, le regret, la colère, en fait, c'est des sentiments de peur. Alors, et c'est ça dont on crève aujourd'hui. Et quand on a parlé des politiques et de Don't Look Up, les politiques, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? C'est de rassurer. Et en fait, non, il faut confronter ces peurs. Alors, avant que, effectivement, Aurélie nous explique quelle est votre fonction, pourquoi vous êtes là, etc., et qu'elle vous demande de nous raconter un petit peu, voilà, pourquoi vous avez fait du capitalisme classique et vous le faites autrement maintenant. Si vous êtes d'accord, pendant 1 minute, on va se connecter à l'enfant que vous étiez. Alors vous avez des images qui sont là, peut-être sur l'écran, on ne les voit pas. Et donc, juste parce que vous avez été enfant, tout le monde a été enfant, mais c'est vrai que je signale à nos amis qu'on n'a pas le retour de l'image. Mais vous vous rappelez les photos que vous avez envoyées ? Je connais la photo. Ok. Donc moi, j'ai juste besoin de savoir l'un et l'autre, où est-ce que vous avez grandi ? C'est-à-dire, vous avez grandi dans un HLM ou dans un château ? C'était où ? Et quelle valeur, à ce moment-là, qu'on vous transmet ? Pour savoir qui s'adresse à nous aujourd'hui. En 2 phrases, hein, bien sûr. En 2 phrases. Moi, j'ai grandi, certes, dans un château, mais avec un père qui était le 11e de 16 enfants en Bretagne. J'espère qu'il y a des Bretons ici. En Bretagne, près de Lorient. Ma mère était à Hennebon. Voilà, donc le 11e de 16 enfants, une mère qui était la 10e de 10 enfants, et moi, j'étais fils unique. C'est comme ça que j'ai grandi. Okay. Et les valeurs qu'on vous transmettait, c'était quoi ? Mon père était un type simple, il aimait les autres, il adorait voir grandir les autres, il ne jugeait personne. Et c'était un peu l'esprit aussi de ma grand-mère et de tous mes oncles et tantes, et donc j'ai été élevé comme ça. Apprendre à aimer. C'était ça les valeurs de l'époque déjà. Les valeurs de l'époque. Parce que parfois on est en réaction, vous savez, dans la vie, ou au contraire on continue. Quand on est fils unique, on a 2 solutions. Soit on fait des collections de timbres,
Soit on aime les autres et on a envie d'être avec beaucoup de monde. Ok. T'es heureux aujourd'hui alors? Voilà. Voilà. Ok. Donc j'ai choisi la deuxième option et moi j'aime profondément l'autre. Et je pense que c'est aussi la catégorie de tous les chefs d'entreprise. Ils aiment les autres. Alors, mon autre question, est-ce que le public voit la photo? Parce que je ne le vois pas de là où on est. Ah, vous ne voyez pas la photo. Là, vous voyez la photo de Gonzague quand il était petit. Donc, vous avez quel âge à ce moment-là? Alors là, j'avais, je crois, 4 ans. Le chien s'appelle Turc. C'est un berger allemand. Il appartenait à mon père. Et voilà. Et c'était Moi, j'ai une question à vous poser. Attention, c'est de la science-fiction. Si vous aviez la possibilité, comme par magie, comme dans Retour vers le futur, d'accord, de retourner chuchoter quelque chose à cet enfant, vous qui connaissez la suite de l'histoire qui vous amène à aujourd'hui, dans l'oreille, qu'est-ce que vous lui diriez? Repensez à cet enfant tel qu'il était, l'image du monde qu'il avait, vous en avez une autre aujourd'hui, vous ne savez pas quelle vie il aurait, vous savez maintenant ce qui s'est passé pour vous. Qu'est-ce que vous diriez à cet enfant? Pourquoi tu t'inquiètes? Ok, c'est tout dit. Merci d'avoir joué le jeu parce que c'est très intime de parler de l'enfant. Et Clara? Alors Clara, la photo de Clara, vous avez grandi dans quel milieu? Alors moi j'ai grandi à Paris, mais j'ai une mère danoise, donc je me sens très danoise dans ma façon d'être, dans ma culture, dans ma façon de manger, ma façon d'être avec les autres, puisque les Danois ont une forme de simplicité, un côté extrêmement direct, qui quelquefois donne le sentiment dans la culture française assez policée que je ne suis pas bien élevée. Et ça m'a toujours donné cette chance d'être différente et d'aimer la différence et d'être attirée par le monde, de respirer le monde, d'aller respirer des univers différents. Et là, sur cette photo-là, j'ai 6 ans et je suis avec mon petit frère. Okay. Et le milieu social, pour qu'on l'imagine? Alors c'est un milieu social assez original, on pourrait dire bourgeois. Mais ma grand-mère était la première à avoir eu le permis de conduire. Elle aimait Malheur. Elle était une femme assez intellectuelle et fantasque, mais pas du tout maternelle. Et mon père a été le découvreur à la trisomie 21 et il nous a appris que toute vie vaut la peine d'être vécue. Okay. Et donc vous, même question. Si vous aviez la possibilité, on vous applaudit pour ce que vous avez vécu. Et pour votre sincérité, votre authenticité. Merci de jouer le jeu. Et donc, quand on voit cette photo de cette petite fille, qu'est-ce que vous diriez à cette petite fille si vous avez la possibilité? Vous avez compris, on retourne dans le passé et hop, vous lui chaussez quelque chose et vous lui diriez quoi? La petite fille qui est là, elle rêvait d'être un garçon parce que les garçons, ça pouvait grimper aux arbres. Je voyais mon père qui voyageait dans le monde entier et qui nous ramenait des kimonos du Japon et ma mère qui faisait la lessive et la cuisine. Et moi, j'avais envie d'être un garçon. Et j'ai envie de dire à la petite fille, tu vois, t'es restée une femme, mais t'as quand même pu le faire. Merci. Alors, avant qu'Aurélie vous demande un peu ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez à transmettre, peut-être que ce qu'a osé faire Sébastien tout à l'heure, si vous aviez comme ça, on va voir comment vous faites les choses pour que tout ça advienne. Est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, on va commencer par Clara, regarder le public ou cette caméra et nous dire de manière très sincère, la caméra qui est en face de vous, peut-être c'est Oswald qui vous filme, nous dire ce que vous, le monde dans lequel vous rêvez de vivre, le monde tel que vous rêvez, peut-être qu'on ne le connaîtra pas nous-mêmes, mais juste pour qu'on comprenne. C'est vraiment de l'improvisation, c'est normal, c'est un tout petit bout de votre rêve, vous allez penser à plein de choses après, mais juste comme ça, spontanément. Oui, alors, je ne vais pas vous demander de le faire, mais dans un autre moment, j'avais demandé à tout le monde, mais remarquez que vous pouvez le faire, c'est de fermer les yeux et de penser à vienne un moment joyeux, un moment où vous étiez vraiment pleinement heureux. Et il peut être il y a très longtemps, il peut être hier, ça peut être un coucher de soleil, ça peut être quelque chose que vous avez partagé avec quelqu'un. Et dans ce moment-là, vous pouvez réouvrir les yeux. Je sais qu'il s'est passé 3 choses. Le premier, c'est même si c'est un événement que vous avez préparé, il y a la surprise, l'émotion de ce moment joyeux dont vous vous souvenez maintenant. Le deuxième, c'est que vous ne pensiez pas du tout comment vous étiez habillé, si vous étiez beau, si vous étiez ridicule, si vous étiez ceci, vous étiez pleinement dans le moment. Et le troisième, c'était la rencontre. Et moi, le monde de demain dont je rêve, c'est que chacun d'entre nous, là où on est, tout le monde, on puisse vivre ces moments-là, ces moments où on est pleinement soi-même, où on se retrouve en paix avec soi-même parce qu'on ne fait pas attention au regard de l'autre, mais on croit à qui on est, on a confiance en soi. Parce que si tout le monde avait confiance en soi et tout le monde pouvait retrouver se raccrocher à ces moments de grand bonheur, le monde irait mieux tout simplement. On n'a pas besoin de règles, on a besoin de rien d'autre que ça. Merci.
Gonzague, là pour le coup, il n'y a pas de compétition vu qu'il n'y a pas de bons rêves et de mauvais rêves. Vous, on verra pourquoi et ce que vous faites pour qu'il advienne, mais comme ça spontanément, pour qu'on comprenne à qui on parle et vers quoi vous avez envie d'aller, c'est quoi le monde dont vous rêvez? Je rêve du silence. Je rêve d'un monde où la joie est plus contagieuse que la tristesse. Je rêve des entrepreneurs qui réussissent, je rêve des gens qui partagent, je rêve des gens bienveillants, je rêve des gens qui ne souffrent pas, je rêve de peu de gens dans la rue qui sont tristes et pauvres, je rêve d'être Clara, Sébastien, Frédéric, je rêve de tout. Vivez la vie, voilà, je sais pas, je rêve d'être heureux et de voir les gens heureux. Merci. C'est venu de là, hein, je suis désolé. Merci. C'est ni le cortex, le spurtex, le fundstück, c'est venu de là, hein, je vous jure que c'est venu de là. Merci beaucoup. Alors justement, Gandhi nous dit incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Alors Gonzague, Clara, vous avez fondé justement la Fondation RAISE, c'était en 2013 je crois. Et puis le mouvement qui est suivi pour l'économie bienveillante. Alors moi c'est vrai que ce terme, économie bienveillante, peut surprendre. Hein, quand j'avais préparé au tout début notre première rencontre, ça m'avait interpellée. Comment c'est venu et justement, est-ce que c'est une manière pour vous de commencer ce rêve? Je commence? Ouais. On échange. Hein. Quand c'est moi qui commence, après c'est lui qui continue. On s'interrompt, on est un peu... Commence à se connaître. C'est venu d'un cri du cœur et d'un cri de colère. Il y avait un jour un article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Moi, je dirigeais un grand groupe. Gonzague faisait du private equity et on déjeunait ensemble et on s'est dit « c'est pas possible ». On aime notre pays, il nous a tout donné, il nous a permis d'être ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre jeunesse? Et Gonzague, il avait envie de changer le monde, moi, plus humblement d'aider notre pays, mais en fait, c'est la même chose. Et on s'est dit, bon, après, on a beaucoup rêvé, on s'est dit qu'on allait faire un avion où il y aurait marqué j'aime mon pays.fr. On a un peu des doux rêveurs, mais on s'est dit, la façon dont on peut aider notre pays, c'est d'aider les entrepreneurs, vous, à créer votre rêve, votre aventure, et de créer des emplois. Et donc, ni Gonzague et moi, on avait envie de faire la quête. Ça nous arrive de faire la quête pour les associations qu'on défend ou les causes qu'on défend. Et donc, on a créé un métier dans la finance, qui était ce que Gonzague savait faire depuis longtemps, qui est d'investir dans les entreprises, en partant de zéro, tous les deux, et avec l'idée qu'on allait donner 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat. Et vous savez, l'argent, c'est une énergie, et on s'est dit, ce qui est magique, c'est de pouvoir partager cet argent avec des gens qu'on admire, et qui vont faire quelque chose que vous êtes incapable de faire, et qui vont le faire fructifier. Et justement, comment vous choisissiez les entreprises qui C'est un métier assez simple, hein. Enfin, c'est un métier très compliqué, mais le métier de... Pour que je comprenne, c'est l'argent de qui vous investissez? Comment on investit, alors je vais laisser Gonzague l'expliquer. Je suis nul en économie, pour que je comprenne. Allez. En fait, on a été voir les grandes... La grande idée de départ, c'est d'arrêter d'opposer philanthropie et capitalisme. Soit on est capitaliste, et dans ce cas-là, on veut gagner de l'argent, on est plutôt de droite et plutôt pas très sympathique. Soit on est philanthrope, et on est plutôt de gauche et plutôt assez sympathique. Il y en a marre de ça. Donc moi, avec Clara, on n'a pas à se mettre au milieu de la place de la République. Vous êtes d'accord? Allez-y, applaudissez quand vous le sentez. J'ai besoin de ma dopamine aussi. Il y en a marre de ça, parce que bon, l'argent est une énergie, et donc la grande idée, c'est de dire il faut qu'on partage plus. Et le monde de la finance est celui qui partage le moins. Donc on a voulu, dès le départ, créer cette entreprise en disant on va essayer de faire ce qu'a dit Clara, c'est-à-dire on donne 50% de ce qu'on gagne. Nos actionnaires, c'est les plus grandes réussites françaises. Moi, j'ai acheté un scooter en 2011 contre l'avis de ma femme et de mes enfants. Et si je n'avais pas eu ce scooter dans Paris, je peux dire qu'on n'aurait pas eu les 5 rendez-vous par jour. On a été voir tous les grands patrons, on leur dit voilà, on veut... Gonzague a obligé de préciser que c'est lui qui conduit et moi qui suis derrière. Pour de vrai, on vous imagine maintenant, j'adore l'idée. Hein. Ouais. On a fait par tous les temps, la neige, la boue... Franchement, ça a été assez dur, mais bon, on a réussi. Et on a été voir tous les patrons en leur disant on veut créer quelque chose de bienveillant. Le premier mot, bienveillant, citoyen et rentable. Quelque chose, moi comme je suis nul en économie, c'est quoi quelque chose? Vous mettez de l'argent dans un truc, ce qu'on appelle une copropriété, une société anonyme dans laquelle vous allez mettre vos 10 millions, 5 millions. Comme ça, on a collecté beaucoup d'argent, parce qu'aujourd'hui, on a près de 2 milliards d'euros, ce qui est énorme, en 8 ans. Mais c'est notre nouveau meilleur ami. Ben voilà, 2 milliards d'euros partagés en 1300, ça fait pas mal par personne, hein, je veux dire, bon.
Donc voilà, donc on a été voir ces grands patrons en leur disant on veut créer quelque chose de bienveillant, citoyen et rentable. Personne nous a dit quelle va être la rentabilité, est-ce que ça va être liquide. Les patrons, qui sont des gens comme vous, ont dit c'est une belle idée, ils aiment leur pays, ils ont envie d'aider leur pays, et l'idée de la fondation, c'est pour ça en fait qu'ils ont créé cette structure d'investissement, c'est parce qu'ils veulent pouvoir être admirés pour ce qu'ils donnent et non pas pour ce qu'ils gagnent. Et c'est la grande idée de cette fondation qui a été créée et de la manière dont on a réussi à convaincre ces gens. Donc c'est des grands investisseurs qui investissent chez nous. Nous, nous investissons dans les start-up, les PME, les ETI, qui sont plutôt des gens avec qui on se sent bien. Alors bien sûr, il y a des critères, comme tous les critères, mais le vrai critère, je pense qu'on peut le dire, Clara, c'est qu'avec des gens avec qui on se sent bien. C'est comme ça qu'on les choisit. Des gens avec qui on a un fit, dont on sent qu'ils sont bienveillants, respectueux de la planète, respectueux du climat social, respectueux de la gouvernance, respectueux de plein de choses. Mais d'ailleurs, à un moment donné, vous aviez écrit un manifeste, je crois, pour l'économie bienveillante. On en est où aujourd'hui? Oui, alors peut-être avant de parler de l'économie bienveillante, simplement rappeler que nous, notre métier, c'est de croire dans les entrepreneurs et de les aider à grandir. Alors on les aide à grandir en investissant chez eux, toujours en minoritaire, c'est-à-dire qu'on investit dans des entreprises où le dirigeant est vraiment à la tête de son entreprise et a la capacité d'y mettre à la fois son énergie, sa vision et de l'entraîner vers le projet qui le guide. On fait, comme l'a dit Gonzague, très très attention à la gouvernance et quand le dirigeant décide, ou la dirigeante d'ailleurs, puisqu'on a 30% de dirigeantes d'entreprises cofondées et dirigées par des femmes, quand elle décide de lever plus d'argent et que on espère avoir grandi aussi et que notre part soit partagée, et donc de cette recette on en donne à la fondation. Et on a aujourd'hui à peu près vu 5000 startups, donc on est vraiment un écosystème. Et la magie de l'économie bienveillante, et c'est pour ça qu'on a créé le mouvement pour l'économie bienveillante, c'est que quand vous êtes généreux de votre temps, de votre talent, de ce que vous savez faire et de votre argent quand vous voulez le partager, en fait c'est un facteur multiplicateur incroyable. Et nous, la démonstration qu'on a voulu faire, et c'est pour ça qu'on est fiers de la réussite de Raise, c'est qu'on a démontré que la générosité, c'était un moteur économique. C'était pas un truc qu'on fait à côté parce que, bon, ok, on a réussi, on est super beau, on est bien, et donc on va pouvoir donner aux autres. Pas du tout. Nous, à l'origine, dès le départ, la générosité, c'est le moteur économique de notre action. On recrute des gens qui savent qu'ils vont donner 50% de ce qu'ils ont gagné, et qui en sont fiers parce qu'ils participent, ils accompagnent des entrepreneurs, ils accompagnent des startups, et puis quand ils voient que les startups qu'ils ont aidées tout au début s'appellent Mano Mano, ils font plusieurs milliards, ils se disent bon bah ok, on a bien accompagné Philippe de Chanville au début, et donc c'est cet écosystème de bienveillance, et on a donc créé le mouvement pour l'économie bienveillante, dont je suis sûre que vous êtes tapez tous, mouvement économiebienveillante.com. tous signataires, qui est simplement l'idée toute simple, qui est de dire que quand on veut partager sa réussite, son temps, son énergie, et associer ses salariés à ce partage, parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les équipes, elles ont aussi envie de transmettre ce qu'elles savent, pas forcément pour la réussite de l'entreprise et leur réussite personnelle, mais pour la réussite d'autres. Eh bien, en fait, tout est mieux. On est tous différents, mais on est tous câblés pareil. On aime, évidemment, on est content de réussir soi-même, mais transmettre la réussite, qu'est-ce que ça rend heureux? Aujourd'hui, on a 4500 signataires. On espère en avoir 1300 de plus ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est ni un label, ni un parti politique, c'est un mouvement naturel. Moi qui finance depuis 42 ans des entrepreneurs, ce sont des gens généreux. Vous êtes des gens généreux. Et vous partagez. Et ceux qui crient contre ce capitalisme qu'ils ne connaissent pas, ils ont tort. Parce que s'ils vivaient avec vous et avec les entrepreneurs, ils verraient que la notion de partage, de bienveillance et la relation du cœur, parce qu'un entrepreneur est quelqu'un qui a du cœur, eh ben, on se retrouve dans ce mouvement. C'est un simple mouvement. Mouvement-économie-bienveillance.com. Mais alors Gonzague, pardon, on entend bien la mise en place de cet écosystème vertueux, mais on imagine quand même qu'il y a eu des obstacles. Quels ont été les principaux obstacles? D'abord, les gens de mon métier, le private equity, se sont un peu foutus de ma gueule, pour dire la vérité, en disant... De notre gueule, tous les deux, il n'y a pas que toi. On se fout moins de la gueule de Clara que de la gueule de Gonzague.
Mais c'est comme ça. En disant, il ne va pas y arriver, donner 50, dans le private equity, dans l'investissement, donner 50% de son super profit, c'est juste pas possible. Il n'arrivera pas à recruter des gens. En plus, tu ne l'as pas dit, mais nous avons décidé d'être à parité totale. Nous sommes à parité totale. Nous dirigeons à 2. Je ne peux pas dire je sur Ray, je dis nous. C'est une vraie démarche qui est très vertueuse. Donc tout le monde a dit ils ne vont pas y arriver. Et en fait, on y est arrivé. Les autres obstacles, c'est que oui, lever de l'argent, c'est pas facile. Hein. Moi, je pense que sur le marché, je suis connu pour le gars qui va frapper à la porte, qui rentre par la porte, par la fenêtre. Quand on me dit non, d'ailleurs, c'est peut-être un message que je peux vous faire passer. Quand quelqu'un vous dit non, il faut toujours revenir en disant mais je vais peut-être transformer le non en peut-être. Donc le gars, il insiste tellement que je vais dire oui. C'est une bonne formule, ça. On peut la réutiliser? Oui, on peut transformer le nom en peut-être. Une autre formule de Gonzague, c'est que ne pas se faire chier et tout réussir. Et franchement, ça marche, hein, parce que quand vous faites chier, vous réussissez pas. Hein, donc, si vous arrivez le matin où vous sans chier, ça marche pas. Hein. Oui, il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles, bien sûr. Et puis, dans la vie de l'entreprise, on n'est pas des bisounours. Dans notre boîte aussi, il y a eu des soucis. On les a résolus, voilà. Mais quand il y a un climat de bienveillance générale, quand nous sommes une entreprise à mission depuis 1 mois, nous avons travaillé pendant... Voilà. C'est un vrai boulot. On est très fiers. Et je peux vous dire que Clara et moi, quand on a réuni nos 80 collaborateurs et qu'on leur dit « Nous sommes maintenant une entreprise à mission, nous avons une mission », moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, entreprise à mission... la dame va t'expliquer. C'est d'abord se dire qu'une entreprise, elle a un sens. Et que si tout ce qu'on fait est décidé en fonction de ce sens et de cette mission, ça donne une cohérence à l'entreprise qui fait qu'on peut faire des choses très différentes, mais la cohérence est là. Et les collaborateurs de l'entreprise savent pourquoi ils sont là. Et d'ailleurs, nous, au début, quand on a recruté les collaborateurs, on leur a demandé d'écrire une lettre d'amour à Raise. Parce que d'abord, c'est beaucoup mieux qu'une lettre... C'est beaucoup mieux qu'une lettre de motivation. Et une lettre d'amour à Raise, c'était parce que quand même, il fallait qu'ils donnent 50% de ce qu'on appelle le carry d'interest. Donc on voulait être sûr qu'ils le fassent pas à regret. Et notre mission, c'est d'aider les entrepreneurs engagés et visionnaires à construire ensemble un monde plus durable et plus bienveillant. Et donc on a 4 piliers. Le premier, c'est la parité dont Gonzague a parlé, et ça nous a amené à une gouvernance en binôme, puisque dans tous nos ce qu'on appelle des véhicules, mais on appelle ça des BU, mais enfin dans tous les véhicules d'investissement, il y a une gouvernance en binôme, toujours un homme, une femme. On a essayé de faire une fois une entorse avec 2 hommes, ça n'a pas marché. Donc on garde la parité à tous les niveaux. Et puis et la diversité, évidemment, accueillir les gens qui viennent d'ailleurs. Enfin, qui viennent d'ailleurs. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils viennent d'ailleurs. C'est peut-être nous qui vivons dans notre coquille, mais qu'il faut aller chercher parce que naturellement, dans le métier de la finance, c'est très très cocon. Et puis, mesurer tout ce qu'on fait, et notamment mesurer la performance extra-financière. Et comme on a fait ça avant tout le monde, on a un fonds d'impact, on a une méthodologie impact très solide pour aider nos entreprises et pour mesurer l'impact de notre investissement. Bah finalement, aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'impact et on a cette méthodologie qu'on peut partager. Et puis la dernière chose, c'est l'innovation. Et ça nous a fait créer 2 autres lieux. Un lieu d'innovation partagée entre les grands groupes et les startups qui est à Paris. Et puis un lieu où on vous convie tous pour venir réfléchir à la stratégie de vos entreprises qui s'appelle La Plume et qui est dans les hauteurs de Nice, en pleine nature, 0 pollution nocturne. Et avec l'idée toute simple que si on veut changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Et que si on aide les dirigeants à se changer eux-mêmes, eux changeront le monde. Parce qu'ils ont les clés pour agir. Et donc c'est un endroit avec une ferme de permaculture, avec des aidants naturels, où les activités qu'on vous propose, c'est de regarder le ciel, c'est d'aller chercher les patates, de comprendre comment fonctionne la nature. Et puis de se dire que peut-être que le PowerPoint qu'on fait, si on l'adaptait au rythme de la vie, ça marcherait sans doute mieux aussi pour l'entreprise.
Alors, Clara, ce qui est très frappant, c'est qu'on entend qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du cœur. On a entendu le mot de transmission, mission. J'aimerais qu'on termine avec peut-être celui de gratitude, parce que je sais qu'il y a quelqu'un, notamment pour vous, Gonzague, qui a vraiment joué un rôle important. C'est André Mullier. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement le rôle qu'il a joué dans cette histoire? Parce que finalement, sans lui, je crois qu'on ne serait pas réunis. Et on rappelle qui il est. Voilà. Qui est ou a participé au réseau Entreprendre ici? Beaucoup le connaissent. Voilà, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Bon, moi, j'ai créé le réseau Entreprendre sur Paris et l'Île-de-France. C'est un réseau qui m'a vraiment un peu construit, d'ailleurs, et qui nous a beaucoup aidé dans la construction de Raise. André Mullier était un homme qui avait créé Fil d'Art. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et à l'époque, Fil d'Art a déposé son bilan de façon extrêmement brutale parce qu'il y avait les concurrences chinoises. André en a fait une dépression. Et pour sortir de cette dépression, il s'est dit, il faut que je crée une association, le réseau Entreprendre, où finalement l'important c'est l'homme, la gratuité et le partage. Et il a créé ce réseau sans aucun statut. C'est hallucinant, sans aucun statut. Un premier réseau dans le Nord, bien sûr, après, enfin, plutôt dans les régions. Voilà, dans le Nord, dans la Bretagne. De pause de savoir s'il y en a en Rhône-Alpes et en Savoie. Moi, j'aimerais bien savoir. Ouais. Voilà. Et donc André a créé, mais vraiment avec simplement l'énergie du cœur et de la bienveillance, ce réseau qui aujourd'hui regroupe près de 70 réseaux sur toute la France, et même je pense qu'il y en a hors de France, hors de France, où finalement, quand on est sélectionné, on est accompagné pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, par un autre chef d'entreprise. On reçoit un prêt d'honneur entre 30 000 et 50 000 euros à titre personnel que tu dois rembourser sur un engagement moral. Et il y a une espèce dans ce réseau de solidarité, de bienveillance, d'envie de voir grandir l'autre, d'entraide, de partage qui est absolument exceptionnel. Et je pense qu'André, en tout cas, je ne suis pas le seul à changer la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Donc je pense beaucoup à lui. Gratitude pour lui. Merci. Merci. C'est un peu frustrant de... Oui, vous pouvez vous applaudir. Si tu m'autorises, je pense que Clara et moi, on voudrait vous dire une chose. Merci. Vous savez, ça fait 41 ans que je fais ce métier. C'est grâce à vous que je gagne ma vie. C'est grâce à vous que beaucoup d'investisseurs gagnent leur vie. Et je pense qu'on doit beaucoup dans ce monde aux entrepreneurs. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de vous dire à tous, Clara et moi, de vous dire merci. Merci à tous. Et bravo. Et continuez. Alors, merci Clara. Et on peut préciser que vous avez publié un livre, il n'y a pas très longtemps, avec votre fille, qu'on peut retrouver, je crois, à la librairie Renaissance. Oui, c'est un livre qui s'appelle « Faut qu'on parle ». Tout un programme. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.